Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Smart Tech sur Bismart. Alors au programme aujourd'hui, l'agriculture durable a un allié de taille, c'est l'intelligence artificielle et donc la société WeTrade Local veut réinventer le secteur et garantir une offre responsable grâce à la data. Chloé Rossignol, cofondatrice et directrice générale de WeTrade Local, est en plateau avec nous. Et puis dans notre talk, on parle lecture, ouvrir un livre cet été ou ouvrir une application, vous avez le choix grâce à la digitalisation. Alors comment ce secteur se réinvente-t-il et surtout à quoi ressemblent ces nouveaux outils qui vont bien au-delà aujourd'hui du livre numérique? On aura la réponse avec nos invités en plateau pour le talk. Ensuite, direction le monde de la cybersécurité avec Damien Bancal, votre expert cyber, spécialiste dans Smart Tech, qui va vous dire comment garder un œil sur vos données aussi bien que sur vos valises avant le départ pour les vacances cet été. Et puis, c'est la dernière de la saison, votre séquence Tech contre Covid vous attend en fin d'émission avec une innovation qui pourrait bien révolutionner le diagnostic et permettre à tous de savoir en 10 minutes seulement et avec un smartphone si vous êtes positif ou non au Covid et à ses variants. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview dans Smart Tech. Repenser l'agriculture grâce à la tech, c'est le défi de la société WeTrade Local et de sa cofondatrice Chloé Rossignol qui est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau Smart Tech. Alors vous êtes aussi la directrice générale de WeTrade Local et puis au fil de votre parcours, vous vous êtes engagée plutôt dans la vision d'un commerce plus vertueux. C'est intéressant de le signaler. Vous avez par exemple piloté le retrait du glyphosate des rayons de l'enseigne Leroy Merlin quand vous y étiez. Alors aujourd'hui, vous dirigez WeTrade Local. Avec quel objectif, quelle mission pour l'agriculture de demain ? Oui, alors on est parti du principe effectivement qu'aujourd'hui les circuits courts et la relocalisation de l'économie et consommer plus local en général, c'est vraiment une demande qui est massive, qui est importante et on l'a encore vécu tous avec la crise du Covid qui nous a rappelé que certains produits faisaient 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver chez nous. Et ce constat, on l'a fait en se disant que il fallait absolument réussir à pouvoir passer à l'échelle sur le circuit court. Aujourd'hui, le circuit court, tout le monde le veut, tout le monde en veut, mais c'est seulement 5% des échanges, par exemple, dans l'alimentaire, et encore moins sur d'autres filières. Et en posant ce constat-là, on s'est rendu compte que la technologie pouvait permettre de passer à l'échelle et de redéfinir des équilibres sur le commerce et de pouvoir le relocaliser tout en permettant d'avoir des modèles économiques qui soient viables pour une grande quantité d'acteurs. Mais alors, quelle technologie, quelle solution vous proposez précisément et puis surtout à quel moment elle intervient dans ces processus? Alors oui, c'est du traitement de l'information en fait, tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, si vous voulez travailler à grande échelle et sur un grand marché, la seule solution qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était industrialiser, centraliser, de grosses quantités qui arrivaient dans des grosses unités de transformation et qui étaient diffusées à grande échelle. Avec le digital, ce qui est génial, c'est qu'on peut dissocier les flux physiques de marchandises des flux d'informations. Et donc, on peut éclater la production à travers toute une galaxie de petits acteurs indépendants qui travaillent tous avec des produits locaux et ensuite avec un savoir-faire très particulier. Et ces flux d'informations-là, qui avant n'étaient pas gérables, trop complexes à gérer, avec le digital, on arrive à les canaliser, on arrive à les optimiser et on arrive à développer des modèles économiques qui sont rentables pour chacun sur toute la chaîne de valeur. Donc on parle de quoi? Vous avez cité le circuit court. Oui. D'autres exemples de ce qu'on peut mettre en place grâce à ce schéma-là. Pour illustrer le savoir-faire qui est le nôtre aujourd'hui et la technologie telle qu'on l'utilise, on utilise la filière de la fleur, qui est une filière emblématique sur laquelle on a travaillé en premier, puisque c'est une filière qui est hyper exigeante en termes de logistique et qui en plus est une bonne candidate, puisque 90% des fleurs aujourd'hui sur le marché français, et puis c'est le cas dans d'autres pays européens notamment, sont importés avec de grosses conséquences environnementales et sociales. Et en fait, avec cette filière de la fleur, on démontre qu'il est possible de relocaliser à grande échelle une filière. Ce qu'on fait aujourd'hui avec WeTrade Local, c'est qu'on met en lien des producteurs agricoles indépendants locaux, des artisans fleuristes en l'occurrence, qui font toute l'étape de transformation, et des logisticiens spécialisés dans le décarboné qui vont nous permettre de faire toutes les connexions entre ces différents acteurs. Et tout ça, ça se fait au service d'un client
qui, lui, est plutôt grand groupe. C'est notre cible principale, qui va consommer des fleurs de façon régulière et à grande échelle, partout sur le territoire, et à qui on va pouvoir apporter une réponse consolidée. Très bien. Vous allez recréer du lien parmi tous ces petits acteurs pour vous assurer du parcours. C'est ça. En fait, on recrée des boucles locales vertueuses en donnant la garantie à chacun d'une visibilité sur son activité et puis pour le client de la provenance de ses achats. Alors, on parle de données. Elles sont stockées où, ces données ? Alors ces données, c'est des données qu'on stocke nous en interne. On a une technologie qui a été développée en propre, tout nous appartient. Et ce sont des données qui vont servir surtout à être structurées de façon à garantir ensuite la fiabilité et la sécurité entre tous les acteurs. Oui. Ce n'est pas tellement des données sur lesquelles nous, on va pouvoir creuser, trouver de l'information. C'est surtout une garantie qui va permettre à chacun de travailler en toute confiance avec ses partenaires. Oui. Alors, est-ce que vous pensez, vous allez me dire que oui, mais l'IA, est-ce qu'elle est complètement compatible avec l'agriculture responsable ? Je pense, par exemple, on parle de stocker ces données aux data centers qui vont être sollicités dans les solutions qui seront développées après la vôtre, en supplément de la vôtre. La vôtre en fait partie. Est-ce que c'est, en termes de consommation énergétique, compatible avec ce nouveau marché de l'agriculture responsable ? Oui, alors ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'on utilise la technologie seulement à des moments bien précis. Et nous, notre façon de faire, c'est vraiment de mettre la technologie au service du geste humain et pas au-dessus. Oui. Et donc, par exemple, pour l'intelligence artificielle, on va l'utiliser à des moments très, très précis où on va avoir une masse de données à traiter, par exemple une masse d'images sur lesquelles on va devoir valider un certain nombre de critères pour s'assurer que tout soit conforme à la commande du client. Là, on va faire travailler une intelligence artificielle qui va être capable d'analyser très rapidement. Mais au-delà de ça, c'est vraiment souvent un geste humain qui va permettre de faire qui va permettre de travailler. On peut mesurer cet impact-là des technologies que vous choisissez pour accompagner l'agriculture comme celle-là. Oui, c'est quand même utilisé consciemment, je veux dire. Oui, bien sûr. Et vous avez raison de le soulever. C'est un vrai point. D'ailleurs, au départ, l'utilisation de la blockchain, qui a été souvent dont on a beaucoup parlé, avait été une possibilité. Et c'est des choses qui doivent se faire avec beaucoup de parcimonie, parce qu'effectivement, ça peut être très consommateur d'énergie. L'idée étant quand même d'utiliser la technologie pour optimiser et limiter les émissions carbone, qui sont quand même très très importantes quand on fait voyager des produits pour finalement les faire revenir sur leur lieu de production d'origine. Alors vous avez une actualité chez WeTrade Local, vous venez de lever 5,5 millions d'euros. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire de cette somme-là ? Quelles vont être les prochaines étapes de votre développement ? Alors, effectivement, vous parlez d'étapes. C'est vraiment une étape dans notre développement, c'est-à-dire qu'on a déjà une trajectoire de développement fort et cette levée, elle va nous permettre d'aller plus vite et donc d'entrer plus rapidement dans cette phase d'accélération et de la soutenir. Et puis surtout, de pouvoir diversifier. C'est-à-dire, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un prototype qui fonctionne très bien sur la fleur, avec on va dire, une preuve de concept effectuée. Oui. Et aujourd'hui, alors, c'est une bonne nouvelle, à la fois une mauvaise nouvelle. Il y a beaucoup d'autres filières en fait qui fonctionnent aussi. Alors surtout sur l'alimentaire, oui. Évidemment. Alors après, l'alimentaire c'est très large et il y a encore du travail pour découper chacune de ces, vraiment dissocier les filières les unes des autres, puisque vraiment l'intérêt c'est d'être très ciblé filière par filière. Donc je serais ravie de revenir pour vous en dire un peu plus quand on aura travaillé le sujet en profondeur. Mais l'idée c'est vraiment effectivement d'utiliser notre technologie qui est qui a été développée pour être justement capable de se diversifier de façon efficace, très rapidement, et de proposer les mêmes services et les mêmes solutions aux acteurs d'autres filières agricoles et de transformation. Merci beaucoup, Chloé Rossignol, cofondatrice, je le rappelle, et directrice générale de WeTrade Local, d'être venue sur le plateau de Smartech. C'est l'heure du talk sur Smartech. Cet été, je lis un livre. Tout le monde a cette bonne résolution sur le bout des lèvres, dès que le soleil commence à pointer son nez. Alors, on aime lire en vacances, on aime lire à la maison, on aime lire au bord de la plage ou à la montagne.
il y a les livres pour ça, évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'autres options qui s'offrent à nous aujourd'hui. Pour en parler, François Delporte, cofondateur et directeur général de Rocambole en plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Rocambole, donc, c'est une plateforme de lecture en streaming avec un contenu 100% original. On va y revenir. Et puis avec nous également, mais à distance, Khalil Mouna, directeur général et cofondateur de Glyph. Bonjour. Bonjour Cécilia. Alors Glyph, c'est une application qui permet, entre autres, de scanner des livres qu'on a lus, de les classer dans une bibliothèque virtuelle, d'échanger avec une communauté sur ces coups de cœur. On va aussi y revenir. Merci à tous les deux d'être sur le plateau de Smartech aujourd'hui. Alors première question, est-ce que vous considérez, tous les deux, que le secteur du livre, tel qu'il est aujourd'hui, est obsolète si on lui retire ses outils digitaux? Alors, obsolète, c'est un grand mot, mais en tout cas, il est en transformation de façon assez profonde et il va suivre probablement ce qui s'est passé dans la presse. Moi, je ne connais plus personne qui achète le journal, ou alors on l'achète parce qu'il est collector, parce que c'est des événements spécifiques. Et on voit donc le numérique arriver, que ce soit effectivement pour révolutionner l'expérience de bibliothèque ou de lecture simplement chez nous. Donc il va se passer des choses intéressantes. Ça a déjà commencé en Asie et aux États-Unis. Ça arrive maintenant en Europe. C'est votre avis aussi, Khalil Mouna, que non, c'est pas forcément obsolète, mais quand même? En réalité, le livre était déjà un objet technologique génial. On s'en rend pas compte parce que c'est très ancien. C'est le premier objet technologique. Le livre est par exemple beaucoup plus efficace qu'une clé USB. Ça fait 500 ans qu'on sait qu'on arrive à garder de la donnée plus efficacement. Donc si vous voulez, il y a eu un premier usage qui a été révolutionné, qui était l'usage de la lecture numérique, mais en réalité c'est un usage d'utilisation. Là aujourd'hui, on attaque une nouvelle révolution qui non pas l'usage de lecture, mais vraiment l'usage de recommandation, de création. Et donc on est en effet en face d'une nouvelle révolution qui devrait arriver. Mais pourquoi elle est là, cette révolution? C'est ça ma question. Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est inévitable aujourd'hui pour accompagner le secteur du livre et pour l'éloigner, je ne sais pas moi, d'une disparition par exemple? Il y a plusieurs grands challenges. Je vais vous en citer un pour aller un peu vite. C'est l'offre pléthorique. Aujourd'hui, il y a une offre qui est beaucoup trop large. On parle en France de quelque chose comme 75 000 nouveaux titres par an. Donc, si vous voulez, la prescription est très difficile à faire, par exemple, sur le livre avec 75 000 nouveaux titres par an. Un libraire ne peut pas vous recommander plus de 200 livres par an. Ce serait impensable. Donc aujourd'hui, il y a ce challenge de prescription qui passe par de la donnée, par de la connexion entre utilisateurs et entre lecteurs différents, par des nouvelles offres de lecture, comme le fait d'ailleurs Rocambole. Et tout cela doit être fluidifié par de la technologie. On est obligé. Cette révolution numérique, elle a quand même mis plus de temps à arriver dans le secteur du livre que dans beaucoup d'autres secteurs. Comment vous l'expliquez, François Delporte? C'est assez paradoxal parce qu'il y a un constat qui est une étude du Centre national du livre, comme quoi 69% des Français veulent lire plus. C'est un chiffre qui évolue à plus ou moins 5%, mais depuis 5-10 ans. Donc il faut quand même se dire, au 21e siècle, il y a 2 personnes sur 3 qui veulent plus de quelque chose. Et on n'arrive pas à le craquer. Donc d'une part, effectivement, il y a une industrie qui s'est peut-être tellement protégée contre l'innovation qu'ils ont fini peut-être par s'enfermer. Et c'est là où des acteurs comme Glyph ou Rocambole arrivent avec des angles un petit peu différents. Mais effectivement, on a pris du retard. Et peut-être que c'est aussi lié au fait que certains pays émergents, vous savez, sautent des stades de développement. La carte bleue n'a presque pas existé en Afrique. On est passé au téléphone mobile paiement direct. En Asie, en Inde, toute la lecture se fait sur smartphone. Aux États-Unis, c'est un modèle hybride. Et en France, par contre, on a encore une industrie très récalcitrante. Un usage, nous, on le voit. C'est pas tout le monde qui plébiscite Rocambole. C'est pas tous les âges, etc. C'est pas tous les sexes, etc. Donc, effectivement, je pense qu'on fait partie des derniers bastions de résistance là-dessus. Est-ce qu'on peut pointer du doigt peut-être les maisons d'édition qui seraient un peu frileuses ou le public qui aurait été frileux par rapport à cette révolution? Je pense qu'il y a un peu des deux. Les maisons d'édition ont effectivement, dans un premier temps, peut-être, comme le soulignait tout à l'heure mon collaborateur, l'objet livre est parfait. Et donc, c'est difficile de proposer quelque chose, une alternative. Et le livre numérique a essayé pendant longtemps de faire un livre au format numérique. Peut-être que ça a été une erreur. Nous, en tout cas, c'est pas là-dessus qu'on se positionne. Mais je pense que les gens n'étaient pas non plus prêts, en tout cas en France et en Europe, à passer le pas sur le numérique tel qu'on le proposait, en tout cas. Vous pensez aussi, Khalil Mouna, que c'était une question d'état d'esprit, à un moment donné, autant de la part des acteurs comme les maisons d'édition que du public, des lecteurs?
Alors évidemment, il y avait une situation qui était ce qu'elle était, mais moi je préfère regarder vers l'avenir. Disons qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Les maisons d'édition s'y mettent. Les maisons d'édition aujourd'hui, et c'est quelque chose de très récent, on a vu ça dans les Oui, 5 mais dernières c'est années, quand même interrogé. vraiment non, La question se pose de pourquoi on s'y met que maintenant. oui. Oui, et la question se pose pourquoi est-ce qu'il s'y met que maintenant? Parce que si vous voulez, on se sent bien chez nous quand un objet fonctionne. Mhm. Il n'y a aucune raison de révolutionner le livre. Contrairement à tout ce qu'on dit, le livre s'est toujours bien porté, il n'y a jamais eu de vraie dégringolade de lecture, etc. Le vrai sujet, c'est que les gens ont envie de lire plus. Il y a des populations qui lisent plus que d'autres. Et il devrait y avoir un nivellement par le haut. Donc comment est-ce qu'on peut l'aider, ce nivellement par le haut? Ce serait grâce à la technologie. Mais en réalité, les gens ont toujours beaucoup lu. Maintenant, il faudrait l'accompagner. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas aidé? Parce qu'on se sent bien chez nous quand ça fonctionne. Je pense qu'il y a un parallèle à faire avec l'arrivée de Netflix. Netflix est arrivé en France, il restait plus que la France quoi, à Oui. conquérir. Oui. Et ça a été pareil avec le phénomène Pokémon, par exemple, etc. Donc la France est un marché difficile, Mm. où la critique est très sévère. Et donc c'est pas forcément là où dans le divertissement, dans sa globalité, les innovations arrivent en premier. Ok. De quel outil on parle d'ailleurs? On parle d'innovation depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut citer des exemples? On va revenir sur vos solutions propres à chacun tout de suite, mais est-ce qu'on peut citer des exemples? Parce qu'il y avait la liseuse, hein, mais depuis, beaucoup de choses quand même sont proposées au public. Alors, chez nous, on est parti d'un constat assez simple, c'est que tout le monde veut lire plus. Par contre, nos temps d'attention sont de plus en plus fragmentés. On lutte contre un Instagram, un WhatsApp, des notifications. Tout est très efficace en termes de dopamine pour prendre votre temps et vous garder. Et nous, donc, on a adopté une posture où on adapte notre contenu au contenant. Donc, on produit du contenu à lire en fonction du temps disponible, du support smartphone, tablette, ordinateur. Et donc, on s'appuie sur le format série, en plus, qui est très populaire, pour proposer des histoires par épisode de 3 à 5 minutes. C'est vrai qu'avec Rocambole, vous avez fait le choix de copier un petit peu les codes du streaming vidéo. Tout à fait. Vous parliez de Netflix tout à l'heure, c'est souvent ce à quoi vous faites référence pour comparer Rocambole. Pourquoi vous avez choisi d'appliquer les codes du streaming? Eh bien, en fait, on a parié sur le fait que le streaming a révolutionné la vidéo et la musique, et que nous, on allait le faire dans la lecture, mais non pas en proposant une version numérique du format papier, qui est très bien, mais en proposant du contenu qu'on appelle digital natif. Et donc là-dessus, s'appuyer sur un organe de production propre à nous pour produire des histoires originales, exclusives et de très haute qualité, tout en ayant un format qui s'adapte parfaitement aux us et coutumes 2020. Nous, le temps de session moyen, il est de 10 minutes. Donc c'est 2-3 épisodes, c'est beaucoup le soir. Donc vous voyez, c'est vraiment un usage assez particulier. Et comment ça se présente concrètement? Alors c'est une application que vous pouvez ouvrir sur tablette, smartphone ou ordinateur. Vous l'ouvrez et vous avez plus de 200 séries originales disponibles. Quand vous dites série, on parle bien de livres. Hein. Tout à fait. Précisons-le quand même. Deux séries à lire. C'est rigolo parce que pour certains, on est le renouveau du roman feuilleton. Pour d'autres, le Netflix de la lecture. Ça dépend des générations. Ça dépend des termes employés. Mais est-ce que ça veut dire que le public que vous avez est le même que le public qui va sur ces plateformes-là? Alors, je n'ai pas les chiffres de l'ensemble de ces plateformes de streaming. Nous, ce qu'on voit, c'est que l'âge médian, il est 28-29 ans. Femmes, les femmes lisent plus que les hommes, ça se retrouve chez nous, 75% de femmes, et une tranche, on va dire, un peu plus large de 18-35 ans. Ok. La lecture par abonnement, c'est un outil commercial assez efficace, qui était assez rare dans le monde de la lecture. Est-ce que vous pensez tous les deux que c'est un pari gagnant d'installer ce rendez-vous avec les lecteurs? Eh bien, il faut se rendre compte que le livre a un prix. C'est pas donné de consommer 20 livres par an. Chez nous, pour le prix de 2 livres, vous avez de la lecture illimitée, qu'importe où vous êtes. C'est vrai que si vous êtes sur les dom-toms ou en Afrique du Nord, où on a beaucoup d'utilisateurs, par exemple, l'accès au livre n'est pas aussi évident que dans Saint-Germain-des-Prés, par exemple. Donc là aussi, on apporte, avec le numérique, une révolution d'accessibilité, mais en même temps, avec le prix, une deuxième révolution d'accessibilité. Oui, et de régularité, finalement. On Ah devrait installer ça comme un rendez-vous. Alors, Khalil Mouna, je me tourne vers vous. Avec Gli, vous avez choisi plutôt de vous adresser directement à la communauté de lecteurs. Est-ce que l'objectif, c'était de réinventer les clubs de lecture? Alors l'objectif, c'était en effet de coller à l'usage de clubs de lecture, mais d'aller encore plus loin. Comme on le disait tout à l'heure, tout le monde a envie de lire plus, etc. Donc le challenge, c'est le prochain livre. Quel sera mon prochain livre? C'est ça la vraie question. Et on essaie d'y répondre par plusieurs solutions. Alors évidemment, la prescription entre lecteurs. Qui de mieux que mes amis qui ont les mêmes goûts littéraires que moi pour me proposer mes lectures? La prescription par des professionnels du livre via l'application.
et surtout par une technologie d'intelligence artificielle qui a eu des résultats aujourd'hui, après 2 ans de mise en production, assez incroyables. En gros, sur tous les livres qu'on propose, il y en a 1 sur 3 qui est pris et rajouté par les lecteurs. Donc ça, c'est vraiment le challenge. Oui. Et le vrai sujet, c'est que, si vous voulez, c'est très vrai pour les gros lecteurs, parce qu'on doit les abreuver, on doit leur fournir des lectures, mais c'est encore plus vrai pour les petits lecteurs. Le petit lecteur qui lit 1 livre ou 2 livres par an, il faut surtout pas qu'il se rate, hein, il faut que ça soit le bon livre. Ouais. Donc c'est là où nous, notre sujet, qui est la recommandation et encore la recommandation, sera notre cheval de bataille. Mais ici encore, d'une certaine façon, on retrouve un modèle numérique qui a fait ses preuves, c'est celui du réseau social, hein. Donc l'idée, c'était aussi de copier ces codes-là pour les appliquer peut-être à la même génération. Exactement, essayer de retrouver un petit peu de sens dans les réseaux sociaux où, je vais être un petit peu brutal, hein. En fait, on en a marre des vidéos avec les chats. Voilà, on veut des choses qui ont un peu plus de sens dans les réseaux sociaux. Donc, et si vous voulez, le livre, c'est l'objet qui est le plus porteur de sens et qui nous décrit peut-être le mieux. Quand on se promène dans la bibliothèque de quelqu'un d'autre, je crois qu'on apprend beaucoup plus que quand on regarde ses photos de vacances qui se ressemblent terriblement. Comme quoi, finalement, vous avez repris les outils des révolutions numériques précédentes pour les appliquer à ce monde du livre. Est-ce qu'on peut dire que ces outils-là, ils ont ou créé ou renouvelé cette notion de partage dans la lecture? On associe plutôt ce sujet à une activité solitaire. Avec l'application Glyph, c'est plus le cas. Là, alors, c'est plus le cas parce qu'en effet, on ne se rend pas compte des relations que nous avons avec les gens à travers le livre. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'écrit nous lie, c'est-à-dire que derrière chaque livre se cachent beaucoup de personnes et on ne s'en rend pas compte. Ajouter à cela de l'instantanéité, c'est-à-dire quand on est en train de lire un livre et qu'on se rend compte qu'à 200 mètres, il y a déjà 5 personnes qui lisent le même livre, ça donne une espèce d'euphorie et de momentum hyper intéressant pour donner encore plus de l'envie de lire. Et le fil se fait de livre à personne, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le meilleur moyen de découvrir un livre, c'est de se le faire prescrire, évidemment. Mais si on le découvre par soi-même et qu'on tombe amoureux d'une bibliothèque de quelqu'un ou d'une étagère de quelqu'un, on a ce concept d'étagère dans Glyph, on peut suivre tous les nouveaux livres qu'il ajoute et se promener comme ça d'un livre et d'une personne à l'autre. Recréer un monde virtuel du livre, est-ce que ce n'est pas exclure de ce monde-là toute une génération qui n'est ni à l'aise avec les outils numériques, ni à l'aise avec les usages des réseaux sociaux, par exemple? Alors, c'est un vrai challenge qu'on a chez Rocambole, mais on a cette chance d'avoir à la fois des lycéens et aujourd'hui des tablettes en EHPAD. On touche vraiment tout le monde, outre ce cœur de cible spécifique, parce qu'on produit du contenu qui s'adapte à tout le monde. D'un côté, les personnes, par exemple, plus âgées qui ont eu un iPad à Noël par leurs petits-enfants, qui vont relire et ça leur permet de ne pas être seuls, etc., avec la partie communauté. Les jeunes, on produit des séries exprès pour eux, des Agatha Christie revisitées avec des influenceurs. On fait la pub sur TikTok, on propose des premiers épisodes sur Instagram. Donc on réadopte vraiment les codes et on touche finalement toutes les tranches d'âge parce qu'on approche avec du contenu différent. On fait tous les genres, fiction, non-fiction, etc. Donc il y en a pour tous les goûts, on est généraliste et on sort 20 séries par mois. Donc je pense qu'aujourd'hui on reste à toucher tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a une partie du lectorat qui ne veut pas de numérique, par exemple, et on ne va pas perdre de temps à les convaincre. Ils sont bien comme ça, tant mieux. Oui, vous pensez qu'ils ne seront pas exclus par le monde de la littérature? C'est un choix. La porte est ouverte. À eux de franchir le pas. Moi, je me rappelle Netflix au début. Ah non, c'est chiant. Moi, je veux aller prendre mon DVD, etc. Et au final, il y a Netflix pour tous les jours et de temps en temps un bon ciné. Peu de grands-parents ont Netflix. En fait, c'est ce qu'on appelle l'évolution bottom-up. Donc, ça a commencé chez les jeunes, puis les jeunes ont convaincu leurs parents, et maintenant, on assiste à un phénomène où ils sont en train de convaincre leurs parents eux-mêmes. Vous pensez qu'on va y arriver aussi à numériser la génération de seniors en termes de lecture? Alors en réalité, si vous voulez, le problème se pose pour n'importe quel autre média et pour n'importe quelle autre création. Pour Netflix, ça a marché, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour le livre. D'ailleurs, sur le qui n'existait pas, Netflix, alors que le livre, ça existe depuis des générations. Quelle utilité pour ces générations-là qui font ça depuis tout jeune d'aller se connecter? Ça va se passer de proche en proche. Il va falloir convaincre un minimum de
de personnes pour arriver à l'échelle. Donc on va le faire de proche en proche, on va faire de petit à petit. Et puis le lecteur numérique qui n'est pas si anodin que ça, on parle de 10 à 15% de lecteurs en Europe, de lecteurs numériques, va beaucoup nous aider. Mais ça va se faire de proche en proche, on va y arriver. Alors, sur le sujet des générations, puisqu'on parle beaucoup des jeunes et que vos outils sont très attractifs pour la jeune génération, il y a quand même cette problématique. Les parents, certes, veulent augmenter le temps de lecture de leurs enfants, mais pas au prix de la déconnexion. Alors, c'est un vaste sujet qu'on a eu chez Rocambole. Il faut partir, en fait, dans l'autre sens. C'est-à-dire que même nous, demain, si on signe des très grands auteurs français, européens, mondiaux, ça ne fera pas lire une jeune personne de 16 ans. Parce qu'en fait, Marc Lévy, Maxime Chatham, etc., ils ne savent même pas forcément qui c'est. Et donc, en fait, il faut aller amener du contenu qui les concerne aujourd'hui, eux. Donc des phénomènes d'influenceurs qui marchent très bien, etc. Donc il faut leur proposer ce qu'ils ont envie de lire à l'instant T. Donc c'est pas en fait, leur temps d'attention à cette génération est très très disputé. Et donc si vous voulez les forcer à faire quelque chose, entre guillemets, ça ne marchera pas. Il faut passer par leur smartphone et par leurs écrans, c'est ça que vous dites en fait. Ils sont dessus. Le champ de bataille est là. Le champ de bataille est là, c'est une cause perdue de leur dire pose ton smartphone pour aller faire je sais pas quoi. Mais il y a des liseuses, on pourrait mettre le même contenu sur des liseuses qui... Aujourd'hui les liseuses sont en train de s'ouvrir aux applications et donc d'ici 12 mois vous aurez Rocambole sur les liseuses. Mais je vous mets un challenge, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, les jeunes préféraient avoir un dommage physique plutôt qu'abîmer leur smartphone. Oui, mais pas les parents. Pas les parents. Mais du coup, je vous mets au challenge d'échanger une liseuse contre un smartphone, ça va être compliqué. Okay. Donc le challenge, c'est plutôt de remplacer 5 minutes d'Instagram par 5 minutes de lecture. Une conclusion pour vous aussi, Khalil Mouna, sur ce sujet? Oui, j'aimerais juste compléter ce qui vient d'être dit et que je trouve très vrai. Il y a un autre pan de la lecture qui est très important pour les jeunes. C'est-à-dire qu'un livre qui a 2 ans, 3 ans, encore plus 10 ans, est en réalité une nouveauté pour le public jeune. 1984 d'Orwell est redécouvert dans Glyph régulièrement par des jeunes qui le prennent comme un nouveau titre. Oui. Donc il y a aussi un stock et une connaissance de livres anciens. Quand je dis anciens, c'est plus de 3 ans, mais qu'il faut exploiter. Et on va l'exploiter. Il y a une richesse incroyable à exploiter dans les livres qui ont déjà été écrits pour le public jeune. Merci à tous les deux d'être venus partager ces conseils de lecture, autant que ces nouveaux usages qu'on va pouvoir découvrir cet été si on décide de prendre le temps. Bonne découverte. Merci à vous. Donc, François Delporte, je le rappelle, cofondateur et directeur général de Rocambole, et Khalil Mouna, directeur général et cofondateur de Glyph. On poursuit quant à nous avec votre rendez-vous cyber dans Smart Tech. Et si vous contrôliez les données que vous allez diffuser avant de partir en vacances? Passeport, permis de conduire, adresse électronique. Les vacances sont propices à la diffusion d'informations personnelles. Alors, pour vous aider, Damien Bancal, fondateur du site zataz.com, nous a rejoint. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, vous avez décidé de traiter ce sujet aujourd'hui pour une raison. Vous avez découvert ces derniers jours des vols d'informations dans les hôtels qui doivent faire réfléchir. Oui, alors comme vous le savez, je vous montre souvent des découvertes. Et celle de ces derniers jours, eh bien, m'a carrément assis. Je vous explique. Je suis tombé nez à nez avec une proposition commerciale malveillante concernant des données volées dans plusieurs hôtels. Alors, ce sont des hôtels en Amérique du Sud, à la Havane et en Turquie. Alors, il faut savoir que dans la grande majorité des pays, aujourd'hui, quand on part en vacances, on va dans un hôtel, on nous demande quand même notre pièce d'identité. Alors, pour savoir qui on est, c'est des aspects tout à fait licites. C'est par exemple le ministère de l'Intérieur ou le ministère du Tourisme qui demande ce genre d'informations. Alors, malheureusement, j'ai plusieurs exemples très concrets allant du guide vous proposant de faciliter votre séjour. Vous savez, il prend vos passeports et puis il dit vous les récupérez ce soir, ça va faciliter votre entrée dans l'hôtel. Alors, on a aussi... ces fiches qu'on laisse dans l'hôtel où on met son nom, son prénom et que j'ai pu, moi, retrouver par exemple sur des tables ou alors, pire, dans des poubelles. Bref, il faut clairement être très attentif parce qu'il y a aussi des documents qui peuvent être stockés dans les ordinateurs de ces hôtels et il est là leur véritable problème. Il faut vraiment, vraiment être très attentif. Et donc, vous avez, en plus de ça, parce que c'est assez affolant, ce que vous êtes en train de nous raconter, vous avez trouvé même des passeports, des milliers de passeports disponibles.
Oui, ouais, c'est exactement C'est ça. dingue. Alors, la première découverte, c'est dans la commercialisation de plusieurs dizaines de milliers de passeports et autres cartes de nationalité qu'un pirate commercialise. Alors là, vous avez les images à l'écran. C'est un petit scoop pour notre émission, hein, il n'y a pas de raison. Et là, que fait le pirate? Eh bien, c'est simple, hein, pour quelques dizaines d'euros, souvent moins, eh bien, il vous propose l'intégralité des informations qu'il a pu exfiltrer d'un hôtel. Et comme le montre la vidéo, donc, il y en a beaucoup, mais alors vraiment, vraiment beaucoup. Moi, de mon côté, j'ai pu en intercepter 650. Mais alors, le pirate, lui, il indique en posséder 100 fois plus. Alors, j'ai pu constater donc des documents d'Américains, d'Anglais, de Canadiens, Belges, Espagnols, Russes et malheureusement aussi des Français. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations-là quand on est un pirate? On les vend? Alors, pour un pirate informatique, malheureusement, c'est du pain béni, hein. Usurpation d'identité, ça paraît tellement évident, mais qu'il faut quand même perpétuellement le rappeler, parce qu'il y a quand même énormément d'informations qu'on peut laisser dans ce genre de documents. Bien sûr, fabriquer des faux papiers, donc, mais aussi des recherches d'informations complémentaires sur les propriétaires des documents. Et oui, imaginez, les pirates informatiques, on en parle assez souvent, ils vont faire des repérages. Et donc, s'ils ont une identité, une adresse, potentiellement des informations plus précises encore sur l'entreprise pour qui vous travaillez hors de vos vacances, eh bien pour lui, ça peut être malheureusement une cible, une nouvelle cible potentielle d'attaque. Bref, les possibilités sont tellement nombreuses, hein, je vais être très clair, qu'une émission de Smartneck ne suffirait pas, une émission en entier. Oh. Et comment on fait pour s'en protéger de toutes ces possibilités d'attaque et de fraude? Alors malheureusement, c'est très 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 difficile. Je m'explique pourquoi. Parce que d'abord, les données sont perdues, hein. Soyons très clairs, si vous n'y prenez pas garde, ces dernières sont dans les poches des pirates. Alors moi, ce que je conseille très clairement, c'est de watermarker le document. Alors ce terme, Mhm. cet anglais très particulier, c'est Qu'est-ce que ça quoi? veut C'est dire? placer un texte, une image, une information que seul vous connaissez et qui aura pour mission de retrouver la source de cette fuite de documents. Mm. Alors moi, je vais vous donner quelques petites astuces. Moi, dans les documents que je peux fournir, par exemple, quand on va le scanner, je demande à voir le scan. Et là, je le prends en photo directement. Je prends en photo l'ordinateur dans lequel il y a le scan. Et donc, du coup, je vais repérer des éléments d'information, comme par exemple le fond d'écran, comme des petites traces qu'il peut y avoir dessus. Si jamais l'hôtel vous a fait, vous l'a imprimé, ce document, Mm. eh bien, moi, je vais vous donner une petite astuce. Je noircis les hauts des premières phrases. Et si jamais les documents fuitent par un pirate qui a pu les voler, eh bien, je sais malheureusement d'où vient la fuite. Alors, Ouais. je vais être très honnête avec vous. Une fois que c'est dans les mains des pirates, vous n'avez plus qu'à prier pour espérer qu'ils s'en servent pas trop vite. Mais au moins, vous êtes averti que ces données sont dans ses mains. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore faire de plus? Est-ce que vous auriez d'autres conseils pour éviter ces pratiques-là, pour se défendre, quoi? Oui, c'est clairement se défendre. Surtout qu'on est en vacances, on est un petit peu plus à la cool, hein, soyons Bah très honnêtes. oui. Alors, vous avez pu voir quelques photos qui vous montraient, par exemple, des bornes Wi-Fi que je peux repérer dans les hôtels, qui, pour être très honnête, si je peux atteindre cette borne Wi-Fi avec les mains, un pirate informatique peut faire beaucoup de choses beaucoup plus dramatiques. Ouais. Alors, je finirai par les 3 véritables conseils, hein. N'utilisez par pitié jamais les ordinateurs laissés en accès libre dans un hôtel. Alors, soit gratuitement, soit en payant. Vous avez pu voir quelques photos où vous aviez des ordinateurs comme ceux-là que vous pouvez voir là à l'écran. Alors pour la petite blague, en plus à côté, il y avait un distributeur de billets, donc ça vous donne une petite ambiance. Donc n'utilisez jamais ces ordinateurs-là. Ensuite, créez une adresse électronique, une adresse mail dédiée à vos vacances. N'utilisez jamais l'adresse mail d'abord du travail. Trop de gens que je vois en vacances en train de travailler, donc ça c'est complètement fou. Et cette adresse mail dédiée aux vacances permettra de contacter la famille, par exemple. Mais surtout, ne vous connectez jamais à votre compte en banque et encore moins, allez, aux données de l'entreprise parce que vous souhaitez faire un peu de zèle. Mm. Et dernier gros conseil, vous êtes en vacances, déconnectez-vous. C'est une bonne idée. Merci beaucoup, Damien Bancal, fondateur du site zataz.com, d'être venu nous présenter tous ces conseils pour protéger toutes ces données. On le rappelle que vous avez découvert là tout récemment. Nos passeports, nos cartes d'identité sont sur Internet, alors protégeons-les. Merci d'avoir pris le temps sur le plateau de Smartech. Juste avant les vacances, on vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles chroniques et rendez-vous cyber. On poursuit quant à nous avec votre opération Tech contre Covid. Et si demain on pouvait détecter le Covid et tous ses variants n'importe où et n'importe quand avec un simple smartphone? Tech contre Covid, c'est la séquence de Smartech dans laquelle
Chaque lundi, vous découvrez depuis déjà plusieurs semaines des innovations toutes plus surprenantes les unes que les autres dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et ses variants aujourd'hui. On a vu par exemple le plasma pour désinfecter l'air, la simulation 3D pour reproduire les schémas de propagation du virus. On a vu aussi des solutions pour améliorer les gestes barrières, pour reprendre l'ascenseur, pour retrouver du monde et peut-être une vie normale. Et aujourd'hui, pour cette dernière séquence de Tech contre Covid, avant les vacances, voici une technologie qui va littéralement disrupter le diagnostic du virus SARS. Pour en parler avec moi, David Devos, professeur en neuropharmacologie à l'université et au CHU de Lille. Bonjour. Bonjour. Alors, un neuropharmacologue qui travaille sur une puce électronique pour diagnostiquer le Covid, c'est pas un petit peu étonnant ? Si, tout à fait. En fait, c'est une rencontre, un peu comme tous les collègues, on a été frappés dès le début de la pandémie. On a tous voulu être utiles. Et c'est l'histoire d'une rencontre, en fait, entre trois grands pôles de chercheurs, entre Marseille et Lille. À Marseille, les nanobodies, c'est les petits anticorps, et la biologie. Et à Lille, on avait la science et moi sur la partie médicale pour pouvoir valider un nouveau test à partir de prélèvements de patients. Alors, en quoi ça consiste précisément, cette technologie ? En fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on va détecter directement le virus vivant entier par le biais de petits nanobodies, comme vous voyez sur l'animation, donc en vert, qu'on va fixer sur la partie jaune, qui est une interface, une électrode en or. Et ces petits anticorps vont pouvoir capter le virus en entier. Et ce faisant, eh bien, il va y avoir une modification du courant électrique entre les électrodes, et ce qui va nous permettre de manière quasi instantanée, en quelques minutes, de pouvoir détecter le virus entier à partir de prélèvements soit nasopharyngés, soit salivaires. Donc en une dizaine de minutes, alors là vous voyez le prototype, donc à partir d'un téléphone portable, un smartphone, on a un petit détecteur qui va se brancher comme une clé USB et puis l'électrode qui arrive dessus. Et on a le prélèvement qui est fait chez la personne et qu'on va déposer sur l'électrode. Et en quelques minutes, cela va modifier le courant électrique. Et donc, ça veut dire que c'est un test de contagiosité. C'est-à-dire que si le test est positif, eh bien, le virus est entier présent. Ce qui est complètement différent de tous les tests actuels. De ce qui existe, par exemple, du PCR, qu'est-ce que ça change concrètement ? On ne détectait pas le virus entier ? Non, pour la technique du PCR, un polymérase chain reaction, on est obligé de casser le virus et on récupère son matériel génétique. Et lorsque vous faites les autres tests dont on sait qu'ils ne marchent pas, les tests antigéniques actuellement sur le marché, ils ont une très mauvaise sensibilité, eh bien eux, on casse le virus et on détecte une protéine. Donc dans les deux cas, on détecte une petite partie du virus. Ce qui veut dire que des fois, certains cas positifs peuvent être liés au fait qu'il reste un petit peu de protéines ou de matériel génétique dans le nez ou dans la bouche, mais que le virus n'est pas actif. À l'inverse, si notre test dit positif, eh bien, on sait que ça sera un virus entier, donc dans 99,9% des cas vivants. Donc en fait, vous allez considérablement révolutionner les pratiques de diagnostic qui existent aujourd'hui. On espère, en tout cas, on a dû vérifier, et c'est pour ça que ça nous a pris du temps, on a vérifié en situation réelle sur 200 prélèvements, sans positif, sans négatif, quelle était la concordance avec le PCR pour qu'on puisse valider notre test. Et dans 90% des cas, les résultats de la PCR et nos résultats étaient similaires. Vous savez que par exemple, pour les tests antigéniques, ils n'ont que 60% de sensibilité, autant dire c'est presque pile ou face. Oui, c'est finalement beaucoup moins utile. Alors, plusieurs questions très concrètes, très techniques. Est-ce que ça fonctionnera sur tous les smartphones d'abord ? Alors, dans l'immédiat, on va créer une start-up pour pouvoir le développer, c'est en cours. Et puis surtout, on va d'abord le déployer à l'hôpital parce qu'on a un besoin urgent. Vous savez, quand il y a une personne qui a un traumatisme crânien ou un infarctus du myocarde, il faut qu'on sache tout de suite s'il est Covid plus ou moins. Donc, d'apporter un test en une dizaine de minutes va être très important pour les équipes d'urgence, mais tout le système hospitalier. Dans un second temps, on veut le développer avec nos collègues de médecine générale et pharmacie. Et enfin, dans un troisième temps, on voudrait le développer bien sûr pour monsieur et madame tout le monde. Et donc là, à ce moment-là, ce sera acceptable et accessible pour tout téléphone. Ce qui veut dire que tout le monde pourrait pratiquer ce test-là, oui. Faire le prélèvement seul. Alors,
pour le déploiement à l'hôpital, on préfère le nasopharyngé qui est plus précis en termes de diagnostic, hein, comme vous le savez. Pour le développement en pharmacie et médecine générale également, à la maison, ce sera un test salivaire, donc il y aura juste à cracher dans un petit pot et directement l'électrode sera connectée. Et côté législation, est-ce qu'il y a des barrières à faire tomber pour permettre l'éclosion de cette technologie ? Alors, dans ce qu'on appelle les devices, hein, tous ces dispositifs médicaux, le règlement a beaucoup changé ces derniers temps et c'est un petit peu durci, à juste titre. On se rappelle des prothèses PIP hein, qui ont fait un scandale. Donc là, maintenant, la législation est un petit peu plus dure, mais elle n'est pas si dure que ça. Et en fait, assez facilement, on peut obtenir une norme ISO ou un marquage CE. Mais ce qui nous semblait, nous, important, c'est qu'on puisse le valider de manière intense. C'est pour ça qu'à la rentrée, on va faire une autre grande étude sur plus de 6000 personnes dans les Hauts-de-France pour pouvoir valider en situation réelle de pandémie notre test versus PCR. Donc on veut aller plus loin qu'une simple autorisation comme ont pu obtenir certains tests antigéniques. Nous, on veut vraiment s'intégrer dans une démarche médicale et une démarche de protection de la population. D'ailleurs, on parle du Covid ici. Première précision, ça fonctionnera sur tous les variants. Alors là, on a déjà vérifié, tous les variants ne modifient pas ce test, donc tous les variants sont accessibles. Il n'est pas impossible qu'un jour, un variant puisse diminuer la pertinence de notre test, mais à ce moment-là, il suffit de changer le petit nanobody que vous avez vu en vert et on peut avoir d'autres tests. Et ça marchera de même avec tous les virus contagieux, en fait. Ça ne s'appliquera pas qu'au Covid. Ça peut exactement marcher avec tous les virus. D'ailleurs, on a un programme déjà en cours sur la grippe et le virus herpès et on veut le développer notamment pour le MERS. On sait qu'il sévit au Moyen-Orient ou d'autres virus qui pourraient désengorger les hôpitaux, comme par exemple le VRS pour les enfants qui donnent des pneumopathies sévères. Donc, c'est ce que l'on veut effectivement apporter en infectieux, mais aussi dans d'autres types de dosages, et, notamment en neurologie. C'est pour ça que je suis présent également. Est-ce que ça pose une question éthique de donner accès à tout le monde à un diagnostic d'une pathologie ? Oui, c'est une excellente question. Il est probable que non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout le monde puisse avoir accès à n'importe quel dosage. On sait que ça peut être très perturbant. Vous voyez, par exemple, quand on a un résultat d'imagerie sans qu'on puisse avoir l'interprétation médicale, c'est extrêmement angoissant et dangereux. Donc, c'est sûr que non. En revanche, dans des conditions bien précises de pandémie, permettre à tout le monde d'avoir un accès rapide et direct et de savoir si on est positif ou pas, je pense que ça peut aider à retourner à une vie normale. Et on voit bien là maintenant qu'on ne va pas se débarrasser du Covid-19 en quelques mois. On va devoir apprendre à vivre avec. Il y aura probablement un fond latent. Et donc, dans cette condition-là de grippe ou de Covid-19, le fait que les personnes puissent avoir à domicile un accès semble important et intéressant. En tout cas, ça sera fait avec les ARS et avec, bien sûr, tout le système de soins. Il faudra effectivement réfléchir à ce cadre autant réglementaire que éthique. Merci beaucoup, David Devos, professeur en neuropharmacologie à l'université et au CHU de Lille, d'être venu nous présenter cette innovation dans votre séquence Tech contre Covid. C'est la fin de cette émission, de l'émission Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis sur Bismart. Tout de suite, encore un petit peu d'innovation avec le Lab, le rendez-vous des entreprises et startups du numérique et des nouvelles technologies. Et puis on se retrouve quant à nous demain sur Bismart.